Bouygues.com.tv. Réinventons la proximité. Bonjour à toutes, bonjour à tous et merci d'être avec nous encore pour ce MAG numéro 5. Le sujet d'aujourd'hui, c'est changement de cap. Est-ce que vous avez déjà pensé changer de métier ? Je suis sûr que certains d'entre vous y ont déjà pensé parce que vous ne vous sentez pas très bien. Vous avez peut-être même pensé changer de région, de pays, changer de vie tout simplement. Eh bien, nous aurons la chance d'accueillir notamment des invités qui vont nous parler de tout ça avec leurs expériences. Et le premier invité que l'on va recevoir, ce sera Bruno Després, qui a eu une aventure entrepreneuriale à l'étranger. Donc c'est un entrepreneur dans la rénovation de bâtiments et qui a choisi de tout plaquer dans le Nord pour partir au soleil. Nous allons accueillir Monsieur Christophe Mattioli, une célébrité dans le monde de la communication de chez Kayak, n'est-ce pas? Donc dans Kayak Communication, puisque c'était un ancien directeur de production et qui un jour, je ne sais pas ce qui lui a pris, mais il a fait un changement radical à 360 degrés. Je ne vous en dis pas plus parce qu'on va en parler tout à l'heure. Et puis nous aurons quelqu'un qui va poser tout ça, donc Madame Sabine Morel, qui va nous venir nous raconter tout ce qui se passe derrière ces changements de situation, ces changements de métier au sein de l'Université de Lille. Elle accompagne tous ceux qui veulent reprendre des études et qui veulent peut-être progresser ou changer un petit peu leur parcours professionnel. Voilà donc pour notre programme qui va durer une petite heure, donc 60 minutes chrono. Mais pour l'heure, nous allons d'abord voir notre chroniqueur vedette, Monsieur Ludovic Brocard. Bonjour Ludovic. Bonjour Habib, bonjour. Alors, le sujet, j'imagine qu'il vous a inspiré, donc c'est un sujet quand même d'actualité cette affaire-là. Il y a un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je suis chroniqueur ou grand témoin? Parce qu'effectivement, je fais partie de ceux qui ont réfléchi, et puis qui un jour se sont lancés. Voilà, il y a encore 4 ans de ça, je ne serais pas là à côté de vous si je n'avais pas fait ce choix de changement de cap, effectivement. C'est vrai, quand on y pense maintenant, je crois qu'on a tous à un moment ou à un autre, ça dépend des âges, on a changé de cap. Moi, quand j'ai réfléchi par rapport à cette émission, je me suis dit, est-ce que je devrais changer de cap? Mais en fait, je viens de me rendre compte que je l'ai déjà fait à l'âge de 17 ans, voilà. Puisque j'ai quitté Marrakech, ma ville natale, pour venir vivre en France avec 100 € en poche. Enfin voilà, donc quelque part, on a tous quelque part en fait cette envie. Voilà. Oui, oui. Oui, alors, et d'ailleurs, la question que je me suis posée avant de rédiger cette chronique, c'était de me dire, mais finalement, de la crise sanitaire, combien vont naître de crises d'audace, puisqu'on va passer effectivement de cette situation, comme vous venez de le dire, hein, qui a fait que beaucoup de personnes se sont re-questionnées finalement, cherchent un nouveau projet sans doute, et donc on va parler plutôt de crise d'audace que de crise sanitaire. Et pour ma part, en découvrant le thème de l'émission, mon premier réflexe a été de retourner dans ma bibliothèque et puis de retomber sur ce roman de Raphaël Giordano que sans doute beaucoup connaissent. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. Voilà, je pense que ça parlera à beaucoup de nos témoins. Pour ma part, je me souviens bien de l'endroit où j'étais, de la période à laquelle je l'ai lu, et encore une fois, je sais que c'est un peu pour ça que je suis à vos côtés aujourd'hui. À l'époque de sa parution, Madame Figaro précisait « Raphaël Giordano nous apprend à refaire surface et à aimer la vie ». Refaire surface, aimer la vie, j'ai envie de penser que ces notions, ces aspirations résonnent autrement plus fort ces derniers jours, ces derniers temps, à l'heure du déconfinement, puis de ce qui paraît être enfin la sortie du tunnel. Changer de vie, changer de cap, c'est tenter de trouver une réponse à la fameuse quête de sens et oser enfin se lancer à la recherche de son essentiel, accepter de répondre à la nécessité de se réaliser, et puis finalement, jour après jour, assumer aussi ce changement de cap. Je pense que les témoins nous en parleront tout à l'heure. Dans ces moments clés, il y a deux attitudes souvent. Il y a ceux qui réfléchissent, j'en faisais partie, et puis il y a ceux qui agissent. Alors, je n'ai pas envie d'opposer l'un à l'autre, je pense que ce qu'il faut retenir simplement, c'est que l'un et l'autre avancent et cheminent, l'un et l'autre avancent et cheminent sur ce projet, ont simplement envie d'être celle ou celui qu'ils voudraient être. Devenir justement celui qu'on veut être, c'est d'abord sortir du troupeau et accepter de dire « je suis moi ». La seconde étape, elle est un peu plus compliquée parce qu'on se confronte à un principe de réalité. Bien souvent, on accepte de perdre quelques éléments de confort,
visibilité, de l'éloignement, hein, on le verra tout à l'heure avec sans doute les expériences à l'étranger. C'est cette fameuse sortie de sa zone de confort. Autrement dit, il faut faire preuve d'audace. Alors à propos d'audace, Elsa Godard, philosophe et psychanalyste, qui est aussi l'auteur d'un ouvrage aux éditions Albin Michel qui s'appelle « Ceux qui dépendent de moi ». Ceux qui dépendent de moi, nous dit que l'audace est l'énergie de ceux qui sortent de leurs conditions. Alors j'ajouterai que l'audace est une chose, c'est important, mais comme je le disais un peu tout à l'heure, se mettre en capacité à assumer quotidiennement aussi ce changement de vie, c'est quelque chose qui doit parler à beaucoup. Changer de cap, et vous l'avez dit aussi, beaucoup y pensent. Hein. Il y a une étude récente là, qui a été commandée par RTL 20 minutes et les Échos auprès d'Opinionway qui nous révèle que les 3/4 des actifs en France veulent changer de vie. Les 3/4. Beaucoup de régions ou de métiers, 69 voudraient changer de région, 66 d'emploi. Une autre étude, celle-là consacrée aux jeunes et à la société de demain, chez les 18-34 ans, montre que 67% des sondés pensent que cette société de demain ne leur permettrait pas de réaliser leurs rêves. 34% seraient même prêts à s'expatrier et 41% affirment dès à présent le faire de façon définitive. Alors, Ludovic, est-ce que ça veut dire que les jeunes ont plus envie que les vieux ? Ou que les adultes? En tout cas, il y a un mouvement de fond. En tout cas, il y a un mouvement de fond. Et puis, mais comme vous l'avez dit en introduction, je pense que c'est aussi le moment où finalement il est presque plus... Alors, je ne sais pas si je peux dire facile, parce que ça reste quand même toujours très compliqué. Mais c'est en tout cas plus propice. Il y a sans doute moins d'attaches, il n'y a peut-être pas encore d'enfants. Voilà, il y a toutes ces questions-là. Et c'est à ce moment-là, moi le premier, hein, souvent je me dis aujourd'hui... j'aurais osé il y a 15 ans, j'aurais sans doute fait autre chose et autrement. Voilà, je pense que c'est l'âge est effectivement quelque chose de très important. Mais vous êtes encore jeune, Ludovic, très jeune. Alors, lorsqu'il s'agit de changer de cap, effectivement, le changement de pays est une des possibilités et ce n'est pas la seule. Je voudrais aussi revenir sur ces 94% d'actifs qui admettent s'empêcher d'y penser, tant c'est compliqué. Et j'ai sentiment qu'on en parlera tout à l'heure lors de la reprise des études. Je pense qu'effectivement, c'est un des leviers, un des freins sans doute. Qui s'empêche d'y penser. Qui s'empêche d'y penser en disant que ça va être trop compliqué. Alors, si j'essaie de contextualiser un peu par rapport au Covid, alors que va-t-il se passer? Je ne veux pas prendre ma boule de cristal, ce n'est pas l'objet. Simplement, je pense qu'on partage tous cette idée du plus jamais ça. La vraie question est de savoir combien de temps serons-nous, véritablement cette envie de ne plus revivre ça sera une démarche collective. Alors il y a quelques signaux optimistes, hein, je pense notamment à une nouvelle génération d'entrepreneurs qui s'interrogent beaucoup sur les questions et les conséquences éthiques, sociales et morales de leurs décisions et de leurs actions. Il y a une deuxième note optimiste. Alors j'ai hésité, je ne savais pas s'il fallait parler de remise en cause ou de remise en exergue. Je vais parler de remise en exergue du principe de liberté. Alors, je n'ai pas là pour polémiquer, mais vous savez combien, effectivement, ce principe de liberté a été titillé, exacerbé ces dernières semaines. C'est un levier très fort, on ne mesure sans doute pas encore l'étendue de ses effets. Il y a fort à parier que de nombreux seront celles et ceux qui, au sortir de cette crise, s'autoriseront à leur tour à cette crise d'audace. Celle-ci, plutôt une crise d'audace, avec cette idée de dire, voilà, j'ai été empêché et il faut que j'ouvre un peu mon champ des possibles. De façon très pragmatique, hein, ce que nous avons vécu favorise la prise de conscience, j'en parlais tout à l'heure. Et puis, il faut y associer les impacts de la digitalisation, du télétravail, qui offre clairement de nouvelles possibilités aux épris de liberté, aux audacieux. Et cela va encore bouleverser sans doute ces prochains mois, ces prochaines années et susciter de nouvelles vocations. Finalement, il n'a jamais été aussi simple d'être présent sans l'être. La notion de distance n'existe plus et paradoxalement, cela ouvre le champ des possibles, le champ des horizons et toutes les possibles à celles et ceux qui rêvent justement d'autres horizons. Voilà. Petite conclusion? Allons-y. J'ai encore une minute? Ah oui, on a le temps, on est à l'aise. Alors ma conclusion, j'avoue humblement l'avoir empruntée à Jean Viard, sociologue et prospectiviste. Alors, c'est simplement une lecture dans le magazine Oui Demain, qui est actuellement en kiosque et dont le dossier s'appelle La ruée vers l'espoir. Voilà. Il y a sans doute beaucoup de résonance avec ce qui nous occupe aujourd'hui. Alors Jean Viard nous écrit ceci. « La société est encore sous le choc, mais les premières conséquences post-traumatiques apparaissent. Divorce, déménagement, rupture professionnelle. Nous avons vécu une tragédie qui nous a fait grandir, avec le désir de transformer nos vies. Des séparations se matérialiseront dans 1 ou 2 ans.
mais déjà des départs de la ville sont impressionnants et l'on assiste à une aspiration toujours plus forte à redonner du sens à son existence. Et de conclure, 15% des Français n'ont qu'une envie, changer de vie et mettre tout en œuvre pour y parvenir. Alors, à l'invitation des téléspectateurs, j'ai envie de dire, si vous aussi vous sentez poindre cette crise d'audace, si vous sentez faire partie de ces 15%, peut-être qu'au cours de l'émission, vous pouvez nous dire où vous vous imaginez dans 2 ans et ce que vous imaginez faire d'ici 2 ans. Voilà, bonne émission à tous. Ah, merci Ludovic, bravo. Bon, donc, est-ce que vous voulez qu'on applaudisse? Allez, on applaudit. Voilà. Vous voyez, donc derrière moi, il y a du monde, hein, donc mine de rien. On n'est pas que 2. Hein. Merci à tous. Très très belle chronique Ludovic comme toujours, donc ce qui est vraiment très agréable. Alors le sujet est bien évidemment vaste et puis je pense que ça va parler à beaucoup de monde et notamment, alors il y a tellement de cas, il y a tellement de, je dirais donc d'exemples, donc il fallait qu'on en sélectionne quelques-uns. Et puis il y a eu des exemples très intéressants, mais bon on n'a pas eu l'autorisation donc de les diffuser, mais on a eu celle de Sarah Gisler, que je remercie d'ailleurs tout de suite, qui nous a autorisé tout de suite donc à diffuser ces reportages qu'on a repris. On a fait un petit sujet là-dessus. Alors Sarah Gisler, c'est une jeune Suisse. Une jeune Suisse qui aujourd'hui doit avoir, je crois, 27-28 ans si je ne me trompe, mais à l'âge de 20 ans, elle a vécu un petit week-end un peu traumatisant, c'est-à-dire qu'elle est partie passer un week-end, je pense, en France, je ne sais plus, c'est à Toulouse, on verra dans le reportage, et puis elle s'est fait voler son sac, où il y avait tout. Son passeport, son argent, carte bleue, la totale, etc. Eh bien, je vais vous dire, cet incident qui était traumatisant pour une jeune fille, a complètement changé sa vie. Donc, et vous allez comprendre pourquoi. Alors, je propose qu'on balance le sujet. Je ne vais pas spoiler donc l'histoire. Regardez un petit peu comment ça se passe pour elle. Webcom TV, Zoom. Je m'appelle Sarah Gisler, j'ai 23 ans, je suis originaire de Lausanne en Suisse et il y a 4 ans j'ai décidé de tout quitter pour partir voyager. J'ai pris cette décision de partir après plusieurs années de chaos entre différents échecs, que ce soit dans ma vie professionnelle, amoureuse ou même scolaire avant ça, et en me rendant compte de mon incapacité à trouver ma place dans cette société. C'est un peu par accident que je me suis retrouvée à voyager parce que j'étais partie à Toulouse, c'était en octobre 2014. J'étais partie en week-end et ce qui s'est passé, c'est qu'on m'a volé mes affaires en centre-ville et je me suis retrouvée vraiment avec plus rien. J'avais tout dans le sac, j'avais mon porte-monnaie, mes cartes, mon passeport, mon téléphone. Et en fait, j'ai dû essayer de trouver un moyen pour rentrer en Suisse. Donc d'abord, j'étais complètement paniquée, je ne savais absolument pas quoi faire et je me suis baladée au petit bonheur la chance dans les rues. Et j'ai rencontré un groupe de musiciens de rue, justement, qui jouaient de la musique et qui m'a dit qu'il fallait que j'essaie de rentrer en stop. Et moi, ça me paraissait être complètement fou. J'avais jamais fait de stop de ma vie, j'avais jamais voyagé seule. Et donc, en fait, je les ai écoutés parce que je n'avais pas vraiment le choix. Et je me suis retrouvée à faire du stop. Il y avait 800 bornes de Toulouse jusqu'à chez moi en Suisse. Et j'avais pas d'argent, j'étais seule, c'était la cata pour la première fois. Et en fait, ça a marché et j'ai réussi à rentrer chez moi. Et après ça, j'ai plus jamais arrêté. Il y a cette phrase de Grand Corps Malade qui me fait un peu penser à cette situation, c'est quand tu trébuches sur un hasard et que tu tombes sur un bonus. Et c'est ce qui m'est arrivé ce jour-là à Toulouse. Donc voilà, en rentrant dans la foulée, j'ai quitté mon appartement, mon job, mes études et j'ai décidé que j'allais partir voyager en Europe sans argent, en stop, comme j'avais été obligée de le faire, mais cette fois-ci par envie. Et donc je suis partie seule pour 5 mois. Ça a duré l'aller-retour jusqu'au Cap Nord. Je suis partie avec l'idée de rejoindre le Cap Nord et de rentrer. Et ça a marché aussi. Quand j'ai commencé à voyager, j'ai eu le droit à tout un tas de réactions négatives. On m'accusait d'être folle, inconsciente ou complètement lâche. Et contrairement à ce qu'on imagine, ce n'est pas mes parents qui étaient le plus hostiles à mon départ. En fait. C'est surtout des gens que je ne connaissais pas ou alors peu et qui, eux, n'ont jamais osé partir et qui m'en voulaient presque de le faire moi. On m'a souvent reproché de fuir, comme si je manquais au devoir citoyen de m'enfermer chez moi et de payer des impôts, quoi. Ce que je voulais fuir surtout, c'était la nécrose de cette vie qu'on dit moderne et qui pour moi est juste débilisante et injuste. Et voilà, j'avais 20 ans à l'époque et tout ce que j'avais comme choix, c'était travailler ou étudier. Et moi, ce que je voulais, en fait, c'était vivre, quoi.
et donc je suis partie. Je suis repartie 2 fois après ce voyage au Cap Nord. Une fois, je suis partie en Asie. Cette fois-ci, j'avais un peu d'argent, donc j'ai pris le transsibérien. J'ai été de Moscou jusqu'à Irkoutsk en Sibérie. Et de là, je suis partie en Mongolie, où j'ai passé 2 semaines dans une famille nomade. Et après, j'ai rejoint la Chine. Et de là, je suis partie aux Philippines pendant 5 mois, où j'étais sur différentes îles aux Philippines. Et après ça, je suis partie, cette fois-ci en stop et sans argent à nouveau, depuis Lausanne en Suisse jusqu'en Colombie, jusqu'à Bogota. Et l'idée, c'était de traverser le tout en stop uniquement. Donc je suis partie d'ici en autostop jusqu'à Gibraltar. Et de là, j'ai trouvé un voilier pour aller jusqu'aux Canaries et des Canaries à la Barbade, donc aux Caraïbes, où j'ai passé 6 mois à naviguer entre les îles et puis à aller découvrir les îles à pied. Pour voyager sans argent, je me déplace uniquement en stop ou à pied, mais en stop du coup en autostop, en bateau stop, et j'ai aussi testé l'avion stop dans les Caraïbes. Pour me nourrir, en général, je fais de la récup beaucoup. J'ai appris à pêcher, je sais reconnaître ce qui peut être mangé dans une forêt. Et ouais, parfois il y a des gens qui m'invitent aussi à manger chez eux. Donc entre tout ça, ça se passe assez bien. Et puis pour dormir, j'ai un hamac avec une bâche et puis une moustiquaire. Donc je peux facilement dormir dans la forêt. Et des fois, je m'installe dans le jardin des gens qui m'invitent chez eux. Et parfois, ils ont de la place, du coup, je vais chez eux. En général, les gens sont souvent surpris de me voir débarquer comme ça. Mais par contre, les réactions que j'ai eues, c'était toujours beaucoup de bienveillance. Et ouais, j'ai jamais eu de problème avec qui que ce soit sur la route. Et pourtant, je suis une femme seule. Je n'ai pas d'argent. J'avais quand même pas mal de critères qui m'arrivent des emmerdes, mais ça a toujours été. Donc, je ne sais pas, soit le monde n'est pas aussi dangereux qu'on nous le dit, ou soit j'ai vraiment beaucoup de bol, ou bien un peu des deux, mais du coup, c'est plutôt positif. Il ne m'est jamais rien arrivé. Ce que j'aime le plus dans ces voyages improvisés, c'est les rencontres que je fais, qui sont toujours hyper diversifiées. Les gens s'énervent un peu quand je dis ça, mais c'est pas la destination qui m'importe le plus. Je m'en fiche un peu de où je vais. Et voilà, les paysages, c'est beau, mais ça ne fait pas un voyage pour moi. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de rencontrer des gens. Et du coup, là, en général, on me répond qu'il y a aussi des gens en Suisse, et que j'aurais qu'à aller voir eux. Mais je crois que le voyage ouvre vraiment à l'échange, en tout cas pour moi, qui d'habitude c'est plutôt timide, pour pas dire carrément sauvage. Et en voyageant, je suis beaucoup plus ouverte à échanger vraiment, à recevoir vraiment, à écouter. Et voilà, c'est pour ça aussi que je voyage. Et encore une fois, le fait d'être seule, c'est un avantage parce que j'ai beaucoup plus accès aux gens en étant seule. Pour moi, voyager, c'est revenir à quelque chose d'élémentaire, d'essentiel. J'ai vraiment arrêté de me soucier autant qu'avant de mon avenir ou de ce que peuvent penser les gens ou de la peur de manquer. Et du coup, aujourd'hui, je suis vachement plus sereine. J'aime bien ma vie, finalement. Et je crois que c'est ça, en fait, la liberté, c'est de vivre une vie qui nous plaît. Et voilà. Making up yourself a soundtrack to a story that's boring and over. So I watch you fall apart as I sing this song. So look at you now, you don't talk so loud. Your eyelashes have all run out from making them wishes and pulling them out. Screaming so loud, why won't you save me? Just save me tonight. I'm on your side, I'm on your side, I'm on your side. Webcom TV, le MAG. Eh bien, merci encore à Sarah pour ce témoignage fabuleux. Il nous fait rêver. On a tous envie d'être à votre place, d'avoir surtout votre état d'esprit, parce que il faut le faire pour y aller comme ça fauché, faire le tour du monde. Mais ce qui est génial, c'est que vous êtes riche en étant fauché. Et ça, c'est fabuleux. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de gens qui vont vous envier dans cette vie. Alors, je ne sais pas si vous allez la tenir quand même dans la distance, mais en tout cas, voilà, ça nous fait réfléchir. Eh bien, changer de cap, s'expatrier, c'est aussi
l'expérience de Monsieur Bruno Després, qui est juste à côté de moi. Bonjour Bruno. Bonjour Habib. Alors Bruno, donc vous êtes un entrepreneur dans le bâtiment, donc ça fait un petit moment que, voilà, que vous êtes dans ce milieu-là, puis un jour, ça remonte à quelques années déjà, je pense, hein, Ouais, un jour vous êtes dit, j'ai envie de tout plaquer et j'ai envie d'aller au soleil. Et vous êtes parti au soleil pour entreprendre, vous êtes parti au Maroc. Racontez-nous un petit peu ce parcours-là. D'accord. À l'époque, je cumulais 2 jobs. J'étais commercial dans un groupe de presse la semaine. Et le week-end, j'étais auto-entrepreneur. J'avais monté une société de valorisation des eaux de pluie. Et c'était très astreignant, c'est vraiment beaucoup de travail. Et l'idée est venue de changer de casquette. Et je crois que c'est le choix que j'ai fait avec mon épouse, mon ex-épouse. Et c'est un choix qui est, c'est pas évident, c'est pas permis à tout le monde. Bon nombre de mes collègues, je me rappelle très bien de cette anecdote, et amis me disaient « Oh, c'est super, c'est génial ce que tu fais. » Moi aussi, j'avais bien le faire. Voilà, Ouais, j'avais ça. pensé que, mais. Voilà. On ne vit pas avec des regrets. Il faut savoir sauter le pas. Et ça, c'est clair. Et ça ne sert à rien de vivre avec des regrets comme cela. Il faut mettre les choses en place. Oui. Et j'aime bien citer Nelson Mandela qui disait « Je suis le maître de mon esprit, le capitaine de mon âme ». J'adore cette citation. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, quoi. Si on ne se bouge pas, ça ne Il y a tient rien pas qui du se passe. sol. Mais est-ce qu'il n'y a pas une histoire de grisaille du Nord donc Bruno, certainement, vous avez voulu quand même, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans le nord de la France, il y a quand même cette fameuse grisaille. Alors, le cœur est chaud, mais Le cœur est l'extérieur, chaud. ça Oui. caille un peu. Oui. Est-ce que c'est pas ça qui vous a poussé quand même à dire, je vais aller chercher le soleil? Non, c'est pas ça. C'est un ras-le-bol global, quelque part. Voilà, tout à fait. Mais quoi, le stress de la vie Oui, le stress de la vie, l'envie de connaître ailleurs. Je pense qu'en tout être humain, il y a un moment, il faut se poser les bonnes questions, se faire une checklist de sa vie et pouvoir décider de certaines choses. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se dit, ce que je suis en train de vivre, c'est pas terrible. Bah, Voilà. Allons-y Un gaiement, constat. j'ai envie de changer. Et là, c'est quand même un changement radical. Et vous êtes parti. Alors pourquoi le Maroc? Le Maroc. Il faut savoir que, en fait, cette destination était la 3e. La première, au départ, c'était l'Inde. Et Il y a l'Inde, une grosse distance entre le voilà, Maroc c'est et plus l'Inde. compliqué. Il y a déjà 12 à 13 heures d'avion, ce qui n'est pas évident. Le deuxième problème, c'est la langue. C'est de l'hindi, c'est un mélange d'indien oui. et de l'anglais. C'est Exact. très, très compliqué. You don't speak English? C'est- A little bit. Just a little, just a little. Donc, Et ensuite- donc le Maroc, c'est vrai qu'ils sont plutôt francophones. Donc Voilà, tout le tout monde à parle fait. français. Quoi. Et ensuite, je reviens à l'Inde, là. Ensuite, vous êtes obligé, pour monter une entreprise, de vous associer avec un Indien. Ah, C'est sine qua non. ah ouais. Donc ça, pour le là, c'est pas business. possible. Ouais. Ensuite, en deuxième position, c'était la Turquie. Mais notre choix s'est porté sur le Maroc lors d'une immersion pendant un mois complète. Donc on il y a eu un petit coup de cœur là pour Ouais, ce oui, pays tout au à fait. départ. On a vécu, c'était au quotidien, on vivait des choses extraordinaires. Et dans C'était- quelle ville? C'était à Marrakech. Ah, bah, vous avez bien choisi la ville. Votre hein. ville natale. Voilà, donc ça me rappelle des souvenirs, tout ça. Ouais, je m'en doute. Je vais pleurer. Bien, ouais. Voilà, ouais. Alors, coucou la famille. J'ai encore de la famille là-bas, donc ils sont à 3000 km. Je vous dis coucou. Je sais que j'ai pas trop l'occasion de les appeler, mais voilà. Alors, donc Marrakech. Et alors, justement, vous êtes resté combien d'années ou de temps au Maroc? 7 ans. 7 ans. On va parler des premiers mois. Vous êtes arrivé, on est dans un état d'esprit où, ouais, la grisaille, j'en ai ras-le-bol, etc. Ces premiers mois, cette première année, c'est quoi les souvenirs que vous avez de... Est-ce que c'était... Vous vous êtes dit à un moment donné, waouh, je suis bien là, je suis sur une terrasse, apéro magnifique et il pleut pas? Non, C'était quoi? non, c'était pas les terrasses, c'était, comme vous disiez, l'exaltation. Tous les jours, on découvrait plein de choses. C'était Donc c'est vraiment encore plus que merveilleux. la terrasse, quoi. L'exaltation. Exactement. Plus que ça. Exactement. Donc Exactement. c'était quoi? Donc est-ce qu'il y a des souvenirs? Vous vous rappelez des petites
séquences qui changent de la vie qu'on a ici, par exemple dans le nord de la France. Oui, bah, ce qu'il y a de super, c'est que là-bas, on peut se projeter, on peut dire 3 mois à l'avance, à telle date, je vais pouvoir faire une soirée avec des amis, il n'y a aucun souci, chose qu'ici, on ne peut pas faire vu le climat. Quoi. Et c'est vrai que ça a des avantages assez certains. Il y a eu des rencontres faciles. Comment ça se passe les rencontres là-bas quand on rencontre les gens? Merveilleuse. C'est plus facile qu'ici? Merveilleuse. Surtout, j'ai des expériences dans le désert, surtout. Et c'est là que, Et je me rappelle, je me rappelle toute ma vie de ce ciel étoilé en plein désert où j'y étais pendant un bon bout de temps. Et c'est vraiment un retour sur soi. J'ai connu des nomades, des gens extraordinaires, avec d'une grande gentillesse, plein de générosité. C'était vraiment merveilleux. Et toute ma vie, ça restera dans mon esprit. C'était vraiment mémorable. Alors donc ça a duré, en fait c'était quand même agréable. Est-ce qu'il y a une espèce d'euphorie au départ et est-ce qu'après on ne retombe pas dans une espèce de routine par la suite? Non, je vous dis, au quotidien, c'est des surprises constamment. Il y a plein de choses, quoi, je veux dire, plein de découvertes. C'est vraiment extraordinaire. Alors, je sais que c'est compliqué d'entreprendre à l'étranger, donc c'est pas facile parce qu'on a quand même une législation, des habitudes, une culture de l'entrepreneuriat qui est propre à chaque pays. Et est-ce que c'était un peu le cas? Comment est-ce que vous pouvez nous raconter un peu cette aventure professionnelle, le fait de créer une entreprise à l'étranger, etc. Alors, au niveau de la création, c'est assez simple. C'est en fait l'équivalent... C'est tapis rouge, on arrive, là, tout est... C'est maintenant l'équivalent du statut auto-entrepreneur en France, qui est génial. Et là-bas, je vous dis, en 1 heure de temps, vous avez créé votre société, quoi. C'est hyper intéressant. Autre avantage, moi j'ai eu l'occasion de pouvoir faire un grand salon à Casablanca. Et ce qui est intéressant, c'est que vous êtes vraiment en contact direct avec les dirigeants, les décideurs. Et c'est hyper intéressant et on gagne du temps et on va tout de suite à l'essentiel. C'est ça qui est intéressant. Casablanca, c'est la ville quand même économique du Maroc. C'est là où ça y va. Quoi. Donc, changement de carte visite, on n'a pas beaucoup de temps à... Voilà. Ah ouais, c'est incroyable, ça bouge. Énorme. Et donc par rapport à l'entrepreneuriat, donc entreprendre à l'étranger, donc j'imagine que tout ne doit pas être simple. Il doit y avoir certainement des difficultés quelque part. Oui, bon, il y a déjà... Il y a un temps d'adaptation, il y a des surprises. Oui, il y a 3 mois, il y a 3 mois d'adaptation. Il y a des surprises, des bonnes, des moins bonnes. Surtout, ce qui me vient à l'esprit, c'est lorsque je commandais du matériel. Quoi. Je veux dire, il ne faut pas prendre... par expérience, j'ai appris qu'il ne faut pas prendre le premier prix. Parce que la qualité n'est pas là du tout. Donc il faut monter en gamme. Et quand vous avez la chance d'avoir du bon matériel et pas des copies aussi, c'est le problème. Le matériel là-bas fait défaut. D'accord. Alors le matériel, bon, bien évidemment, après, je pense qu'on n'a pas la même notion du temps quand on est dans ces pays-là, ne serait-ce que pour les rendez-vous. Donc c'est tout à fait. La ponctualité, bon, donc vous avez compris, la ponctualité marocaine, on la connaît tous. Mais bon, ça s'est amélioré. Mais c'est la notion du temps qui est différente. D'ailleurs ici, je pense qu'en Occident, souvent, tous les objets, les produits sont calculés sur la base du temps. Vous allez chez le coiffeur, quand il vous dit c'est 20 €, c'est parce que pour lui, c'est un quart d'heure. Donc c'est parce que c'est 80 € de l'heure. Au Maroc, il peut passer 1 heure, c'est le même prix. Oui, donc ils s'en foutent. Il y a des gens qui font de l'artisanat, ils vous vendent la pièce, c'est 1 € alors qu'il a passé 3 jours dessus. Donc ils ne calculent pas le temps. Donc il y a une grosse différence sur la notion du temps par rapport à ici. Exactement. Quels sont, alors il y a 2 facettes, parce que ce qui nous intéresse, ce qui intéresse les gens, c'est la vie professionnelle pour des entrepreneurs, mais aussi la vie personnelle, quand on change comme ça de pays. Quels sont les moments d'abord agréables qui vous traversent l'esprit quand on parle d'abord de la vie personnelle? Donc, vous pensez à quoi quand vous dites « Ah, c'était génial ce truc-là » C'est par exemple aller faire ses courses au souk. Ça c'est agréable. C'est des moments de bonheur, quoi. De pouvoir discuter, discuter les prix, voilà, c'est vraiment merveilleux, quoi. Et là, on est vraiment, c'est en face à face, face to face. Oui, voilà. C'est pas Internet là. Non, c'est vraiment bien. Et puis
avec toutes les richesses du pays, quoi. C'est vraiment très très bien. Et alors, exemple de satisfaction professionnelle, vous m'avez raconté une histoire d'un kilomètre de je ne sais pas trop quoi dans le désert. Ça, c'est quand même en fait, j'ai construit un jacuzzi de luxe dans le désert, dans le sud. Ah, il faut le faire, un jacuzzi de luxe. Merzouga, voilà, tout à fait. Un spa de luxe en fait. Et le jacuzzi, je l'ai fait ramener de France, quoi. Et donc en plein désert, il n'y a pas forcément de l'eau partout. Quelle idée. Oui. Et donc j'ai fait venir un sourcier et on a trouvé un sourcier. Un sourcier. Oui. Ah, j'ai eu peur. C'est pas un sorcier qui m'a fait sortir la flotte. Qui m'a trouvé de l'eau à 3,50 m. En plein désert. Oui, on trouve de l'eau à 3,50 m. Oui, tout à fait. Oui. Mais le souci, c'est que donc, de ce point d'eau, au jacuzzi, au bivouac de luxe que j'avais fait, il y avait 1,2 km. Il fallait peut-être trouver avant d'acheter le terrain. Il fallait peut-être vérifier avant. Et alors et ben donc, ça n'a pas été un souci. J'ai fait, avec des tuyaux, j'ai fait ramener l'eau sur 1,2 km. 1 km de tuyaux 1,2 km, ouais. Vous étiez à combien pour faire ça? On était à 3. Ah ouais, bien sûr. Avec vos petits bras et tout ça? Avec les petits bras, ouais. Il n'y avait pas une brouette, machin, non, truc, non, rien? Tout manuel. 1 km. Tout Et alors combien de temps pour faire ça? On a mis 10 jours. Ah ouais, quand même. 10 jours, ouais. Ça, et le bivouac était équipé et ça a marché? Et ça a fonctionné, bien sûr, très très bien. Longtemps? Longtemps. 2 ans. 2 ans. Bon, ben c'est bien. Très bien. Alors, par rapport à cette... Là, je sais que vous êtes revenu en France, donc vous avez décidé de revenir, reconstruire un peu votre métier en France, parce que, bon, à un moment donné, c'était compliqué, je pense. Est-ce qu'il y a des regrets par rapport à cette aventure? 7 ans quand même au Maroc. Est-ce qu'il y a quelques regrets? Non, il n'y a pas de regrets. Si vous deviez le refaire? Ça a été une expérience. Ouais. Et tout comme expérience, ça fait grandir. Oui. C'est ce que je retiens. Même avec les mauvais côtés, les bons comme les mauvais, ça enrichit un peu la vie alors? Oui, tout à fait. Non, j'ai connu, c'était une période de ma vie, j'ai connu des gens extraordinaires, comme je l'ai déjà dit, avec des super contacts que j'ai toujours actuellement, fort heureusement. Et non, il n'y a aucun regret. Alors, est-ce qu'il y a des... Je veux dire, si vous deviez le refaire, est-ce qu'il y a des choses que vous auriez fait différemment? Ou peut-être choisir un autre pays, ou je sais pas, ou plutôt que d'aller directement dans un pays, on ne parle pas du tout... Je choisirais un pays de l'Union européenne. Peut-être l'Espagne ou le Portugal d'abord, histoire de se faire un petit peu la main avant d'y aller franco là vers le sud. Voilà, ouais, tout à fait, ouais. Oui, ce sera plus la destination privilégiée. D'accord. Bon, c'est une belle aventure. C'est bien d'avoir connu ça dans sa vie. Tout à fait. Alors, quel conseil donneriez-vous à des gens qui pensent aujourd'hui, qui se disent, tiens, j'aimerais faire comme Bruno, partir au Maroc, en Tunisie, en Algérie, j'en sais rien, ou en Inde. C'est quoi les conseils que vous pourriez leur donner? Alors, avant tout, de parler correctement la langue du important. Pays souhaité. La langue du pays. La langue du pays. C'est-à-dire que même si on va dans un pays bilingue, c'est quand même important de connaître la langue du pays. Oui, tout à fait. D'accord. Tout à fait. C'est primordial. C'est-à-dire que ça facilite d'abord l'intégration, et puis on comprend tout ce qui se passe. Ça évite des désagréments. Exactement, j'imagine. Beaucoup de désagréments. Alors, d'autres conseils? Comment est-ce qu'on se prépare pour une aventure comme ça? Ensuite, c'est d'y aller en fait. Y aller un ou 2 mois si c'est possible. Oui, étaler faire ça sur progressivement. 3-4 ans pour être vraiment en immersion complète. Quoi. Voilà. Pour vraiment jauger si le bon choix est donc il ne faut pas le faire sur un coup de tête et y aller comme ça, donc il faut quand même étudier les choses. Il faut préparer, c'est pas oui, c'est une décision importante. C'est pas un choix comme c'est pas un achat de voiture, c'est un choix mûrement réfléchi, pardon. Il faut travailler là-dessus, c'est génial. C'est un tournant de sa vie. Bon. Ben merci Bruno pour ce témoignage. Allez, on applaudit, allez. Oh, on a du monde aujourd'hui là qui applaudit. Merci pour ce témoignage très intéressant, donc j'espère très inspirant pour ceux qui réfléchissent un jour à s'expatrier. Donc on va passer, alors justement, donc on parle de gens qui partent un petit peu à l'étranger et tout ça. Il y a une petite vidéo très succincte sur Philippe. Alors Philippe, en fait,
c'est un caméraman, c'est un vidéaste. Alors oui, on me fait signe, il y a peut-être une question pour... vous voyez, des internautes, j'ai complètement zappé les questions pour Christophe. Est-ce qu'il y a une question? Alors aujourd'hui, on a la petite voix, donc c'est Marine et c'est pas Clémentine. Marine, dites déjà bonjour quand on entend que... Oui, bonjour, bonjour à tous. Un peu plus, j'entends. Oui, oui. Donc, voilà. Alors, est-ce qu'il y a une question pour Bruno? Oui, oui, j'ai pas osé vous déranger de c'est votre dommage. discussion. Il y a une petite question posée par Gabriel qui demande si vous n'aviez pas eu de difficultés professionnelles et que tout se passait bien, seriez-vous resté au Maroc? Je pense que oui. Oui, tout à fait. Donc, on sent bien évidemment qu'il y a l'amour du pays qui est là, mais que c'est peut-être, surtout quand on est entrepreneur, qu'il y a des difficultés professionnelles qui peuvent nous empêcher de rester dans un pays et vouloir peut-être recréer une nouvelle société avec peut-être moins de difficultés. Ouais, Donc, sans hésiter. Donc, bon, voilà. Ben, Voilà, merci Gabriel, c'est Gabriel, réponse. c'est ça? C'est Gabriel. Merci oui. Gabriel pour cette question. Alors, donc je parlais de Philippe. Philippe, donc il ne faut pas que je mélange les pinceaux, arrêtez. Hein. Philippe, donc c'est un vidéaste parisien qui un jour, on a eu marre, bon, il a son petit appartement et tout ça, et il a tout plaqué. Il a vendu l'appart, les meubles, la totale, pour vivre dans un van. Et ça, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gens en France qui y pensent. Et il semble que cette année, il y a eu 25% de ventes de vannes de plus que l'année d'avant. Donc il y a des gens qui se disent ben, j'ai envie de conquérir le monde, donc je ne veux plus rester dans mon coin, je ne veux plus être prisonnier, parce que c'est vrai, cette histoire de confinement, on a l'impression d'être un peu en prison. Et bien là, on est en train de voir un mouvement inverse, où les gens veulent s'évader, veulent partir un peu partout, ils veulent que le monde leur appartienne. Regardez ce sujet, c'est très intéressant. Webcom TV, Zoom. Webcom TV, le mag. Bien, bien. Là, on me dit il faut meubler parce qu'on est en train d'installer le micro donc à notre prochain invité. Bon, déjà, je rectifie le tir. Je parlais de Christophe, il n'était pas encore passé. Mais je me mélange vraiment le pinceau avec ces fiches-là. Donc, ça ne va pas du tout. Hein. Donc, bon, pour meubler, je n'ai pas ramené de meubles. Mais par contre, je vais en profiter pour faire un peu de promo. Et je vous présente BS Mag, un nouveau magazine donc, qui a été lancé par Pomme d'Âme Édition, qui parle de Monsieur Moed Altrad, que nous avons déjà reçu sur ce plateau. Donc, pour ceux que ça intéresse, c'est un magazine qui raconte des histoires d'entrepreneuriat, des histoires d'entrepreneurs. Et vous trouverez toute l'histoire de Monsieur Moed Altrad. Vous savez que c'est l'une des plus grandes fortunes de ce monde. Il a été élu meilleur entrepreneur au monde, premier français meilleur entrepreneur au monde, mais il a aussi une histoire incroyable, puisqu'il est né dans le désert, vous savez, dans cette zone qui a été occupée par Daesh, mais dans une zone où il ne savait ni lire ni écrire, avec une enfance terrible. Enfin voilà, si vous voulez découvrir l'histoire, elle est là. Voilà, ça c'était mon petit point promo. J'en fais un deuxième, un excellent livre, puisqu'on parle de rêve. Alors pourquoi est-ce qu'il est excellent? Parce que c'est moi qui l'ai écrit, donc forcément, donc c'est pour ça qu'il est excellent. Donc chez Pomme d'Âme Édition, je crois qu'il fait partie un petit peu de ce thème dont on parle aujourd'hui, qui s'appelle « Réalisez vos rêves sans plus attendre ». Sans plus attendre, n'est-ce pas? Est-ce qu'on a mis les micros? Oui, sans plus attendre. Allez. Eh bien, bonjour Christophe. Bonjour. Donc, je vous présente Monsieur Christophe Mattioli.
Bonjour, monsieur Olivier. Monsieur Christophe Mathioli, pour la petite histoire, il faut que je vous raconte, c'était quand même un ancien de chez Kayak Communication. À une époque, donc Christophe était le directeur de production, responsable studio graphique. Kayak faisait partie d'un groupe, donc je rappelle, qui fête cette année, on est au mois de juin, en fait, les 30 ans de l'agence Kayak. Donc c'est quand même une bonne chose. Et donc, ça remonte un peu plus de presque 15-16 ans. Et donc, Christophe, qui était vraiment, alors, je le dis en toute honnêteté, c'était le meilleur infographiste qu'on a eu à l'agence. Parce que d'une rapidité extraordinaire, pas un iota, pas une erreur. Il était capable de pondre 60 pages mises en page en une journée. Enfin, donc, une efficacité incroyable. Et puis, un jour, il vient me voir, il me dit, bon, Habib, j'ai pas une bonne nouvelle, je vais tout arrêter. Et j'y commence à arrêter. C'est qui va vous débaucher? Je suis prêt à mettre le prix, quoi. Donc, même plus, parce que je tenais vraiment à Christophe. C'était le pilier de l'agence. Il me dit, non, c'est pas ça, j'ai envie de changer de métier. Mais quel métier? Il me dit, j'ai envie de devenir boucher. J'ai boucher, de chez Boucher, vendre des saucisses, les merguez, tout ça. Il me dit, oui, boucher. En fait, ça fait longtemps, donc ça remonte à plus de 15 ans. Et j'avoue qu'aujourd'hui encore, je n'ai pas encore compris le concept. Donc, Christophe, quelle mouche vous a piqué ce jour-là? Alors, Habib, pour tout vous dire, hein, on va voilà, faire table rase et je vais dire la vérité, toute la vérité. Oui. Bon, on a discuté un petit peu avant, c'est vrai. Mais voilà, il fallait faire un point là-dessus. Donc, à cette époque, j'avais pour ambition, et c'est toujours un petit peu mon leitmotiv, c'est les challenges. J'avais pour ambition de rentrer dans le capital de Kayak Communication. Exact. Et c'est vrai que tout ne s'est pas fait comme cela devait se faire. Et dans cette envie d'entreprendre, je me suis dit, voilà, je vais réaliser peut-être un rêve, une formation que j'attendais depuis longtemps. Donc travailler de mes mains, apprendre grâce à l'apprentissage et à la transmission de savoir. Et je me suis dit, la boucherie, parce que je trouvais ça noble. Alors, un beau métier. C'est vrai que c'est seulement aujourd'hui que j'apprends en fait la vraie raison, parce qu'à l'époque, il m'a dit, j'aime bien les métiers de manuel, etc. Donc, mais en fait, c'était plus l'entrepreneuriat qu'avait envie de faire Christophe. Et je me souviens, bon, alors à l'époque, c'était un peu plus compliqué parce que Kayak faisait partie d'un groupe et moi, je n'étais pas majoritaire dans le capital de Kayak. Je n'avais pas vraiment le pouvoir de décider. Bien évidemment, je me souviens qu'on avait évoqué cette affaire-là. Et dans ce groupe, on nous a promis effectivement, même pour Christophe, moi, je voulais qu'il rentre dans le capital. C'était facile quand ça allait bien, mais à partir du moment où la société faisait plus de bénéfices, ça devenait compliqué. La place commençait à être chère et donc c'est comme ça que ça a été un petit peu compliqué. Donc je comprends un petit peu mieux. C'est comme ça qu'on me l'avait, enfin on ne m'avait pas vendu comme ça, effectivement. On m'avait vendu une entrée assez simple et rapide. Mais bon, après, voilà. C'est du passé. Oui, alors j'allais dire, bon, donc c'est quand même un changement radical de métier, parce qu'on passe de l'infographie à boucher. Tout à fait. Excusez-moi, c'est quand même... c'est quand même très très loin, donc on part carrément dans un métier complètement opposé. Alors j'ai cru comprendre que ça a pris peut-être 2 ans. D'abord, comment est-ce qu'on prend une décision comme ça de changer radicalement de métier? Il faut quoi? Il faut un élément déclencheur? Il faut, voilà, l'élément déclencheur, c'était cette partie de rêve que l'on m'enlevait, donc en me disant, voilà, l'entrée en capital ne sera pas possible, donc du coup, c'est le fait aussi de rebondir. Voilà, je suis quelqu'un qui rebondit assez vite, quand ça ne me plaît plus, quand je ne m'éclate plus, il arrive un moment où, voilà, je change de cap. Mais on sait qu'il y a toujours un risque, parce que bon, là, c'est un risque, là, il fallait entreprendre tout ça. Comment on gère le risque? Eh bien, c'est simple. On ferme les yeux et on fonce. Ah, voilà. Non, il n'y a pas forcément de gestion de risque. C'est peut-être là aussi un de mes défauts. Voilà, il y a problématique de gestion de risque. C'est-à-dire que je vois les choses peut-être après, avec du recul. C'est-à-dire que je ne vois que le beau, voilà, comme on a pu voir avec le Maroc. On voit le beau, tout ce qui peut être beau. Et parce qu'on est motivé, on est porté. Et effectivement, tous les aléas, les à côté, on ne les voit pas forcément tout de suite. Donc c'est vrai que le parcours a été difficile, compliqué, mais ça s'est fait. Qui dit entrepreneuriat dit forcément une part de risque. On ne peut pas dissocier les deux, sinon tout le monde serait bien évidemment entrepreneur. Alors est-ce qu'il y a eu parce que bon, entre-temps, il n'y a pas eu que ce métier-là, on va parler des autres. Est-ce qu'il y a eu des regrets sur ce premier choix de changement de métier? Pas du tout. Donc, il n'y a pas de regret particulier. Je veux dire, c'est de vivre l'expérience, c'est le même. Elle s'est arrêtée
parce que j'avais décidé aussi de l'arrêter, en concertation aussi avec ma femme à l'époque, parce que voilà, c'est vrai qu'à un certain âge, quand on entreprend, on n'est pas non plus seul, on a une famille, donc il y a des choses à prendre en considération. Est-ce que c'est un métier qui paraissait un peu plus facile que celui que vous aviez avant? Non, pas du tout, parce que ça nécessitait une connaissance de la matière qui ne se travaille pas comme une page de magazine. Je veux dire, voilà, on était sur de la matière vivante, entre guillemets, on se comprend. Mais il y avait de la mise en page quand même. C'est ça, non mais voilà, on reste dans un métier qui est, pour moi, un métier de connaissance du produit et aussi un métier de création. Parce qu'effectivement, pour faire vivre un étal, il fallait faire les choses correctement. C'est pour ça aussi qu'on a évolué et on n'est pas resté en boucherie traditionnelle et qu'on a fait d'ailleurs des réceptions pour le groupe à l'époque et on a travaillé pour des grosses enseignes en tant que traiteur. Alors, je sais que vous n'êtes pas arrêté là, parce que ça, c'était un premier changement de cap, mais vous en avez eu des changements de cap. Vous êtes devenu l'expert des changements de cap. Donc, pour moi, c'était quoi le métier d'après? Vous avez déjà 2-3 métiers. Il y en avait un où vous étiez, je me souviens bien, dans une espèce d'administration d'accompagnement des porteurs de projets, c'est ça? En fait, le parcours, il a été assez simple. Au début, c'était de suivre un peu les pas de mon papa, parce que ne sachant pas, je dirais, quoi faire. Oui, j'étais perdu. Je veux dire, dans le système actuel d'éducation, enfin tout au moins scolaire, je ne m'y retrouvais pas du tout. Donc j'étais parti sur les traces de mon père, donc j'étais parti effectivement dans l'infographie. Je me suis éclaté, j'ai rencontré des gens qui m'ont apporté beaucoup, toujours sur une base, bien sûr. Moi, je parle beaucoup d'alternance parce que pour moi, c'est vraiment une chose importante. C'est-à-dire que j'arrive à assimiler le savoir par transmission et non pas sur les livres. Voilà, il me faut un tuteur, il me faut des choses comme ça qui me font vivre. Donc, il y a eu cette phase où j'ai après abouti à Kayak. J'ai quitté Kayak, j'ai donc repris une boucherie-charcuterie avec un associé pendant 5 ans. Après, j'ai fait de l'accompagnement à la création d'entreprise, c'est le même. Là, j'ai décidé de poursuivre l'entrepreneuriat, mais de façon un petit peu détournée. C'est-à-dire de porter chacun, je l'espère, jusqu'à sa réussite. C'était plus vivre de la réussite des autres, mais je trouve ça intéressant aussi. Après, j'ai donc quitté cet accompagnement et j'ai transgressé vers je suis parti alors, on va le dire, en mutuelle. Et après, c'était la mutuelle. Oui, j'ai fait un petit peu de mutuelle aussi. Parce que j'attendais moi la suite, parce qu'il y a un métier que j'ai découvert, mais qui je crois que tout le monde a découvert. Oui, alors je me suis, entre guillemets, j'ai pris une petite niche, c'est-à-dire qu'aujourd'hui j'ai 2 activités. Je suis donc home designer dans une enseigne chez le premier fabricant français de meubles et d'aménagement. Et j'ai une activité d'armurier conseil, c'est-à-dire que le tir, pour moi, le tir sportif, c'est quelque chose que j'apprécie, qui me détend, et donc j'ai décidé de faire une activité d'armurier conseil en complément de mon activité d'armurier, de salarié. Pardon. Moi, j'ai été surpris par cette activité parce que, en fait, je ne comprenais pas au départ. Je pensais, bon, c'est quoi? Ça veut dire qu'on vous êtes en train de vendre des armes, mais non, c'est pas du tout ça. C'est que vous m'avez raconté comme quoi il y a beaucoup de gens qui se retrouvent avec des fusils de leurs grands-parents, avec des armes qui datent de je ne sais plus quelle époque et qui ne savent pas quoi en faire, et que là, il fallait trouver des solutions. Après, il y a des clubs de tir. Enfin, donc, si j'ai bien compris, c'était un peu ça, l'histoire. Oui, l'histoire, c'était effectivement d'engager un désarmement progressif de la population. Alors, quand je dis désarmement, c'est-à-dire que les conflits ont laissé traîner derrière eux des armes qui ont été cachées et qu'on retrouve parfois suite à des héritages ou même cachées encore, je veux dire. Et j'accompagne les personnes dans les démarches administratives pour se dire, il n'y a pas de tabou, il y a des démarches spécifiques à faire, je les accompagne, je récupère ces armes que je détruis ou que je remets effectivement quand elles sont, je dirais, conformes. Oui, ça peut être dans un musée, ça peut être pour les collectionneurs. Tout à fait. Alors, là, actuellement, vous êtes effectivement dans l'aménagement. L'aménagement d'espace. Je m'éclate, bon, ça se passe bien? Ça se passe très bien. C'est très bien. J'ai la chance, une fois de plus, d'avoir un patron qui me fait confiance, que je remercie. Il se reconnaîtra certainement. Pour m'avoir donné cette chance, parce que c'est vrai qu'une fois de plus, changer de cap, quand on voit mon CV, je pense que ça fait peur à plus d'une personne. Mais moi je suis fidèle. Jusqu'au bout. Et alors, quand on a changé comme ça 4, 5, 6 fois de métier, pourquoi est-ce qu'on change régulièrement? Est-ce
Est-ce que parce qu'on ne trouve pas le métier qui nous plaît? Est-ce que c'est par lassitude? Est-ce qu'il n'y a pas un cycle? À un moment donné, on se dit, bon, là, j'ai fait le tour de la question, j'ai envie de connaître autre chose. C'est quoi? On parlait de la crise de la quarantaine. Et moi, je crois que je les ai toutes faites. J'ai fait la vingtaine, la trentaine, la quarantaine, et je ne ferai pas la cinquantaine. Ah. Ça, j'assure. Ouais, attention, c'est devant tout le monde, devant témoin. Oui, c'est ça, c'est pour ma femme, Cécile. Je te promets qu'il n'y aura pas de crise de la cinquantaine. D'accord. Voilà. Non, mais c'est à un moment donné, c'est une envie de changement, comme ça? C'est une envie de changement, mais c'est surtout une notion d'objectif. On se fixe des objectifs et lorsqu'il est atteint ou lorsqu'il justement on n'arrive pas à l'atteindre parce qu'il y a des éléments qui se mettent en travers de son objectif, et ben moi je rebondis. Voilà. C'est un peu, je dirais, la chance que j'ai, c'est de pouvoir régulièrement rebondir. Bon, on s'en donne les moyens bien sûr, mais je veux dire, voilà, je me laisserai jamais abattre et je rebondis. Eh bien, c'est un parcours en tout cas très admirable. Alors, donc, vous avez une sacrée capitalisation d'expérience sur les changements de cap, là, surtout au niveau des métiers. Alors, quels conseils vous donneriez-vous, donc, parce que vous avez déjà donné des conseils à des chefs d'entreprise, mais des gens qui veulent changer de métier, qui se disent, bon, je ne suis pas heureux dans ce que je suis en train de faire aujourd'hui, j'ai envie de changer. C'est quoi, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Comme disait Bruno précédemment, c'est vrai qu'il faut se préparer, hein, c'est une préparation. Je pense que, voilà, je dirais au contraire, plutôt que de donner, puis ça peut être un conseil, faites pas forcément comme j'ai fait, c'est-à-dire de prendre la charrue ou de mettre la charrue avant les bœufs. Hein, réfléchissez, mais donnez-vous votre chance. Effectivement, on n'a qu'une vie. On n'a qu'une vie. On fait signe. Est-ce qu'on a une question pour Christophe? Alors, la petite voix, c'est Marine, hein, aujourd'hui. Oui. Rebonjour. Alors, c'est une question qui est posée par Stéphanie et qui demande quel est le métier qui vous a le plus donné du plaisir ou que vous avez apprécié le plus? Ah, très bonne question. Ouais, c'est une très bonne question. Ça m'intéresse, ça m'intéresse. Voilà, mais en fait, c'est ce que je disais. Sans langue de bois. Hein. Non, il n'y a pas de langue de bois. C'est ce que je disais tout à l'heure à Habib. Il y a un fil conducteur dans tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, c'est le contact. C'est le fait de rencontrer plusieurs personnes et d'échanger, de faire des belles rencontres, comme disait Bruno aussi. Et ça, c'est vraiment enrichissant. Mais alors, dans quel métier vous avez fait des belles rencontres? Parce que là, ça ne répond pas à la question. Non, je sais. Vous êtes dans la politique, là, tout d'un coup. Non, je ne sais pas forcément quoi répondre, parce que tous les métiers que je les ai faits comme je l'ai dit, à chaque fois, au début, avec une passion, avec un entrain, voilà, avec j'ai donné vraiment le meilleur de moi-même. Donc, j'ai pris mon pied, si je puis dire, à chaque expérience. À chaque expérience, c'était vraiment super sympa. Puis on a rencontré, des gens qui ont marqué notre vie. Eh bien, merci Christophe pour ce beau témoignage. Et en tout cas, on a été ravis de vous revoir. Avec plaisir, monsieur Olivier. Et on est toujours en contact, alors que ça remonte à plus de 20 ans, cette affaire, à 15 ans, etc. Enfin bon, voilà. Donc, c'est une machine à remonter le temps qu'on a fabriquée aujourd'hui pour qu'on se revoie. Alors, on va rester sur le thème, donc changement de métier. Donc, changement... Ah oui, applaudissons. Hein. Oh oui. Ah oui, alors, monsieur Christophe. On applaudit. Hein. Alors, donc, changement de cap... Alors, comment est-ce qu'on change de métier? On va voir un petit reportage et merci effectivement à ceux qui nous ont permis de passer ce reportage. C'est un reportage qui est extrait d'une émission qui s'appelle C'est la vie. Et vous allez voir, est-ce que les gens, quand ils ont la possibilité de changer de métier, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Et puis, on a l'expérience de Virginie qui a eu en fait une dotation par son entreprise alors il y a des entreprises, au lieu de licencier des gens, donc ils leur payent une formation pour qu'ils puissent rebondir. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Donc c'est une belle virgule à regarder juste avant d'accueillir notre prochaine invitée, Madame Sabine Morel. Allez, à tout de suite. Webcom TV, Zoom. Changer de profession pour le métier dont on rêve, un passage à l'acte que l'on ose rarement. Si j'ai une baguette magique pour changer de métier? Comédien, pilote de chasse, tiens. Je vais me lancer dans la bijouterie. J'aimerais être entraîneur de foot. Maître nageur peut-être? Prof de surf au Baléares. Directeur d'hôtel de Las Vegas par exemple. Je pars au soleil. Je pars sur une île au soleil, où il fait beau, où il fait chaud. Après sur place, je vois ce que je fais. Si beaucoup en rêvent, peu franchissent le pas faute de trouver les bons conseils. Désormais, pour nous aider, des sites proposent d'expérimenter pendant quelques jours le métier de notre choix. Boulanger, toiletteur, ânier, illusionniste, tout ou presque se testent. Marc Gesbert, fondateur de l'un de ces sites, surfe sur cette tendance.
Aujourd'hui, on ne passe plus toute sa carrière dans la même entreprise et j'irai même plus loin, on ne fait plus le même métier toute sa vie. On peut tester sa voiture avant de l'acheter, on ne fait jamais la même chose pour son métier. C'est pourtant ce que va faire Virginie. À 35 ans, elle est sur le point de quitter son ancien métier. Alors c'est des photos souvenirs un petit peu de tous les projets que j'ai vécus dans l'industrie pharmaceutique en étant chargée de pub. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai envie de faire maintenant. Suite à un plan de départ volontaire, son entreprise lui a financé une immersion pour tester le métier de ses rêves, consultante en images. Ce qui m'a motivée dans ce choix de métier, c'est que j'adore l'esthétique, j'adore l'apparence, j'adore les conseils, j'adore tout ce qui est tenue vestimentaire. Un changement de carrière, un risque que Didier, son mari, est prêt à assumer. Le fait qu'elle le fasse, eh ben, ça donne envie. Moi-même, si j'avais pu le faire, si j'avais l'idée ou l'opportunité, je l'aurais fait, je pense aussi. Le soutien de Didier est très important pour moi. Et c'est vrai que si j'avais pas ce soutien-là, je n'oserais peut-être pas aller jusqu'au bout des choses. Virginie a commencé le stage d'observation qui va peut-être changer sa vie. Depuis déjà 2 jours, elle suit Céline qui lui montre la réalité du métier de coach en images. Bonjour Céline, vous allez bien? Ça va, merci. Très bien, donc aujourd'hui vous allez être dans la peau d'une consultante en images. Oui. Je vais vous présenter Messa, donc notre modèle d'aujourd'hui. Sa tutrice conseille une vraie cliente au programme bilan personnalisé, shopping, maquillage et aujourd'hui... Là, le rôle, gérer une agence de conseil en images, c'est créer un style à une personne. Donc ça va passer par la coiffure, en tout cas aujourd'hui. Virginie note, comme à l'école, tout ce qui lui paraît important. Elle a moins d'1 semaine pour prendre sa décision. Elle laisse derrière elle la sécurité d'un CDI et ses 2 200 € net par mois. J'ai effectivement calculé ce risque-là, que voilà, au début, tout n'est pas rose, hein, l'argent tombe pas du ciel comme ça. Donc c'est sûr que oui, c'est un gros risque que je prends. Mais je vais le prendre. Pour aider Virginie à faire le bon choix, Céline n'hésite pas à l'impliquer. Est-ce que vous auriez une petite idée de ce que vous auriez proposé à Messa? Sa longueur, il faudrait en garder un petit peu. Mais il y a un beau travail pour cacher les cheveux blancs. Et du coup, une couleur lumineuse pourrait lui faire ressortir son visage. La couleur lumineuse ne sera pas retenue, mais les cheveux blancs disparaîtront. 4 heures plus tard, le résultat est là. Un cas pratique réussi qui va peut-être aider Virginie à se lancer. C'est un très grand pas en avant, vraiment. 3 jours, on apprend beaucoup de choses, on a l'impression que c'est peu, mais pas du tout. Quand on vit ces 3 jours-là, c'est super. 2 300 €, c'est ce qu'aura déboursé l'ancienne société de Virginie pour ce stage en immersion. Webcom TV, le MAG. Eh bien voilà, donc vous avez vu un peu cette expérience avec Virginie. Merci donc à C'est la vie de nous avoir autorisé à diffuser cet extrait de reportage. Allez, un petit coup de pub. Réalisez vos rêves sans plus attendre. N'oubliez pas. Et puis BS Mag. Bon, je vais faire même la musique qui va avec tout. Voilà, ça fait la pub qui va vraiment avec. Non. Trêve de plaisanterie. Nous sommes avec Sabine Morel. Sujet très sérieux, l'accompagnement donc de tous ces gens qui veulent changer de métier, qui veulent reprendre des études. Donc Sabine, vous êtes à l'Université de Lille, racontez-nous un petit peu ce que vous faites déjà et quel type de public vous accompagnez en général. Bonjour Abim, merci pour l'invitation, bonjour à tous. Donc moi je vais être un peu la briseuse de rêve de la matinée. Oh non. Non, pas du tout. Donc effectivement ce matin je représente la formation tout au long de la vie de l'Université de Lille. Donc la formation tout au long de la vie, ça s'adresse en fait avec des personnes qui sont déjà en activité. C'est-à-dire qu'ils sont déjà professionnels, d'accord. Qui sont déjà professionnels, d'accord. Voilà. Donc notre rôle, ça va être à la fois d'accueillir, de conseiller et surtout d'accompagner ces personnes qui sont en réflexion professionnelle. Alors soit la réflexion, elle est très aboutie et la personne se dit pour pouvoir évoluer et changer professionnellement, j'ai besoin de me former, ou des fois, c'est pas abouti. Donc nous, on va être sur de la reprise d'études, sur de la VAE, validation des acquis de l'expérience, c'est-à-dire qu'en fait, un professionnel va capitaliser sur son expérience et le transformer en diplôme. Et puis, on est aussi sur du bilan de compétences, où là, c'est lorsqu'une personne vient nous voir et finalement, le projet n'est pas suffisamment défini, donc on va l'accompagner. Donc, on est vraiment sur tous ces champs.
On reçoit en fait tout public. Alors ce sont soit des individuels, salariés, ou comme on l'a vu tout à l'heure avec les invités, avec des âges chefs différents, d'entreprise. Des âges différents. Tout âge. Tout âge. Vraiment tout âge, mais quelqu'un qui a déjà quand même une expérience dans le monde professionnel. Et puis on accueille aussi des entreprises et des collectivités avec des besoins d'accompagner des transitions professionnelles. Alors j'ai une première question. Est-ce qu'il y a une tendance à la hausse de gens qui veulent se reconvertir, changer, reprendre des études? Est-ce qu'on sent une tendance ou est-ce que c'est plutôt stable? Alors, je n'ai pas, on va dire, d'études scientifiques sur le sujet. Si on regarde au niveau terrain, notre expérience au niveau terrain, nous avons énormément de demandes. Donc, ça signifie beaucoup... Il y a des gens qui se posent la question quand même. De besoins. Donc ça, c'est très important. Là, au fil des années, il y a une augmentation des demandes. Ça a été accentué par la crise Covid. Et surtout, en fait, ça a été accentué sur le volet non pas virage à 360, comme on pourrait le croire. Comme des gens qui préfèrent, par exemple, la boucherie, le graphisme, par exemple, au hasard. Mais plus sur un besoin de sécuriser son parcours professionnel et un besoin de capitaliser sur son expérience. D'accord. Voilà. Alors, ce qu'on peut noter, c'est aussi des profils de plus en plus jeunes. C'est-à-dire qu'avant, nous, on recevait beaucoup de personnes autour de 50 ans, ensuite 40 ans. Et aujourd'hui, on reçoit des personnes de 30, 35 ans qui souhaitent évoluer ou se reconvertir. Qui se disent, tiens, je me suis planté, c'est pas ce que je voulais vraiment faire, je vais faire autre chose. Quoi. Donc, après, on est aussi dans une phase peut-être, dans un monde en transition, parce qu'il y a des métiers qui changent, il y a des métiers qui disparaissent, il y a des métiers nouveaux qui arrivent avec l'intelligence artificielle, donc il y a des gens qui se posent toutes ces questions. Est-ce que vous avez des exemples marquants des gens qui ont vraiment fait des changements de cap qui vous viennent à l'esprit comme ça, complètement différents, ou alors qui peuvent être marquants pour nous? Alors c'est vrai, quand on pense reconversion professionnelle, on pense au spectaculaire, à l'effet waouh. On a tous en tête le jeune cadre dynamique de la défense. J'ai pas d'effet waouh là, je vais rien avoir. On a tous le jeune cadre dynamique de la défense qui va élever des chèvres dans le Larzac. Alors, pourquoi pas? Il faut savoir que toutes ces reconversions vraiment 360 et spectaculaires sont à la marge. Nous, ce qu'on voit, c'est en fait, il y a une graduation. Nous, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'évolution professionnelle. Donc, une évolution professionnelle, c'est que je vais évoluer sur un poste, je vais évoluer dans un secteur d'activité. Donc, ce sont quand même des changements. Donc, ça, c'est vraiment important en ce moment. Et puis, les reconversions à 360, on en a, ça c'est sûr. Moi, j'ai l'exemple, c'était une franco-canadienne donc, qui habitait au Canada et qui évoluait dans le monde de l'immobilier sans diplôme. Et elle a eu envie, immobilière, donc oui, voilà. Et elle a eu envie de revenir en France et puis elle se disait, bah voilà, mes rêves d'enfant, c'était la sociologie. Et donc elle est revenue en France et parcours universitaire assez exceptionnel parce que quand on n'a pas le bac, en fait, pour pouvoir accéder à l'université, il faut un dispositif spécifique qui est le DAEU. Donc elle a tout repris, du DAEU jusqu'au doctorat de sociologie. Mais il fallait le vouloir, c'est-à-dire qu'elle avait vraiment envie de faire de la sociologie. Tout à fait. C'est le contact humain, tout ça. Donc c'est possible. Voilà, ça c'est vraiment le message, c'est possible. Et aujourd'hui, aux dernières nouvelles, elle est consultante dans ce domaine. On peut dire que c'est bien de faire ça, donc plutôt que de rester dans un métier qu'on n'aime pas. C'est quand même, qu'est-ce qu'on peut dire aux gens? C'est quand même bien à un moment donné de se dire, bon, plutôt que de traîner des années sur un truc où on est un peu morose. Moi, dans ma posture, j'ai pas de conseils à donner sur ce qui est bien ou pas bien pour une personne. Je crois que la clé, c'est chaque individu de se poser la question. Absolument. Voilà. Et où j'en suis aujourd'hui dans ma vie, est-ce que ça me convient ou pas? Si ça ne me convient pas, pourquoi? Et est-ce que je suis prêt à payer le prix d'un changement? Oui. Mais qu'est-ce qui peut motiver les gens pour se dire j'ai envie de reprendre des études, je change ou de changer de métier? Les facteurs explicatifs? Oui, qu'est-ce qui explique ça? Alors, en fait, dans les transitions professionnelles, nous, on a, on va dire, deux grandes facettes. On va avoir les transitions professionnelles qui sont voulues, qui sont souhaitées. À vos souhaits, hein. Qui sont souhaités.
Et ça, donc, ça veut dire que ce sont des personnes qui ont ce moteur-là et cette énergie pour se dire j'ai envie de changer. Donc souvent, c'est la quête de sens. Ces dernières années, c'était je me retrouve plus dans les valeurs de mon entreprise, je me retrouve plus dans les valeurs de mon métier, donc j'ai envie de changer. Il y a aussi également ces dernières années, j'ai envie de me reconvertir et de changer parce que je veux un équilibre entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Et puis aussi, j'ai un certain âge, je regarde dans le rétroviseur et là je me dis qu'est-ce que j'ai fait de mes rêves d'enfant. Et donc j'ai envie de les mettre en œuvre. Donc ça, on va dire que c'est les réorientations voulues. Est-ce que l'argent pèse dans cette histoire? Est-ce que généralement les gens le font pour gagner plus? Non. C'est pas le premier critère. Non, c'est pas le critère. Ça, je vais peut-être y revenir après, mais juste pour finir sur la classification, dans les reconversions professionnelles subies, et là, c'est important. Il y a beaucoup aussi de reconversions professionnelles subies. C'est-à-dire que c'est le boss, il dit il faut changer? Comment ça subit? Eh bien, subi, ça veut dire je suis sur un métier ou un secteur d'activité en déclin ou un territoire. Voilà. Là, par exemple, on est dans les Hauts-de-France. On le voit bien. Il y a des politiques qui sont faites sur certains types d'activités. Donc, on accompagne aussi toutes ces transitions-là. Et donc, dans ce cas-là, en tant qu'accompagnateur, c'est très important de savoir la différence si c'est subi ou voulu. Parce que du coup, derrière, les ressources à mettre à disposition de la personne ne sont pas les mêmes. Quand on dit subi, ça veut dire qu'il y a un changement profond dans le métier qu'on exerce et que c'est à nous de nous recycler pour suivre être un petit peu dans le coup, quoi. Donc en fait, l'idée, c'est de se dire, bon, au départ, c'est peut-être subi, mais on en fait une opportunité. Voilà, absolument. Voilà, et de se dire, de toute façon, j'ai pas le choix. Si je veux maintenir mon employabilité, j'ai pas le choix. Et puis aujourd'hui, on a une injonction de formez-vous tout au long de la vie, formez-vous, c'est facile de le faire. Et donc, quelque part, toutes les politiques aussi vont dans ce sens. Donc finalement, les carrières professionnelles où c'est d'abord les études et après le monde du travail, non, c'est études, monde du travail, on s'arrête, études, monde du travail, voilà. On est dans des parcours complètement plus du tout linéaires. En fait, dans tout état de cause, il faut se faire violence, quoi. Donc il faut le vouloir, il faut franchir le pas de se dire je vais me poser, je vais reprendre des études, en fait, on repose tout et on reprend les choses, ou alors... Quelqu'un qui est sur un métier et le métier évolue, il ne faut pas qu'il se laisse aller. Donc forcément, il faut qu'il suive un peu la cadence. Sinon, à un moment ou à un autre, il ne pourra plus suivre. Donc, je suppose que c'est un peu ça. Donc, alors, est-ce que vous avez des conseils, des recommandations à donner à tous ces gens qui se disent je ne suis pas heureux dans mon métier ou il y a quelque chose qui cloche, je ne suis pas bien? Qu'est-ce qu'on peut leur recommander à ces gens-là? Est-ce qu'il faut passer par un bilan de compétences? Il faut se poser? Il faut... prendre des vacances? Il faut faire quoi? Alors, je crois vraiment, il y a le conseil numéro 1, et puis je remercie Bruno et Christophe parce qu'ils l'ont également mentionné, c'est se faire accompagner. Ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Ça, c'est clé. Très important. Alors, pourquoi? Parce que d'abord, le regard de l'accompagnateur est plus neutre, est plus global, et peut-être plus objectif que la personne qui est dans le truc, C'est ça. C'est-à-dire que le rôle de l'accompagnateur, ça va être un accompagnateur tiers. Donc, il n'a pas d'objectif vis-à-vis de la personne. Oui, c'est ça. Quand vous en échangez avec votre famille, vraiment, la famille, elle a des enjeux. Et donc, le rôle de l'accompagnateur, c'est d'aller explorer justement les différentes facettes de la vie de la personne. Et quelque part, le fait de présenter son projet, ça veut dire qu'il faut le mettre en mots, il faut l'expliciter. Donc déjà, ça, c'est une première étape. Deuxièmement, le rôle de l'accompagnateur, ça va être d'aller titiller quelque part la personne et son projet. Est-ce que c'est un coup de tête? Est-ce que c'est réfléchi? Chercher les causes profondes, quoi. On est où? On est à l'idée, on est au plan d'action. Et du coup, le rôle de l'accompagnateur, c'est de faire en sorte que l'idée ne reste pas dans un beau placard, mais se transforme en plan d'action. Et donc là, c'est très important. Et se faire accompagner, c'est aussi, et ça, donc les interlocuteurs l'ont dit, c'est aller se confronter au réel. C'est-à-dire, souvent, il y a beaucoup d'imaginaire dans la reconversion professionnelle, parce que quand on quitte quelque chose, on se dit que ça va être plus vert ailleurs, l'herbe va être plus verte ailleurs. Et donc, on va quelque part garder que les côtés négatifs. On va avoir un spectre, le cerveau est très fort pour ça, pour aller regarder le côté négatif, que le positif. Et donc, aller se confronter au réel, c'est aussi aller interroger les personnes qui font le métier pour voir en fait toute la panoplie. Si la personne en fait gère ça toute seule, il y a des fortes chances aussi qu'elle ait des illusions.
Parce que si on sait ce qu'on a, mais on ne sait pas ce qu'on va avoir par la suite. Donc, rien de tel que d'avoir des gens qui connaissent, qui ont une espèce de regard sur tout ce spectre de métiers, et puis tirer la sonde d'attention. Vous n'avez peut-être pas les capacités pour faire ça, ou alors ça va vous gaver, parce que vous n'êtes pas comme ça. Donc, ouais, mais je pense que c'est un très bon conseil. Donc, d'abord se faire accompagner, et puis l'accompagnateur, il va sortir un petit peu. Donc, au niveau de l'université, j'imagine que vous avez des formules à l'Université de Lille, bon, pour les gens des Hauts-de-France, ou même en dehors des Hauts-de-France. L'Université de Lille propose des formations spécifiques, ciblées. Alors, donc nous, effectivement, en tant qu'organisme de formation, on va être sur le volet formation de la reconversion professionnelle. C'est-à-dire qu'une personne va se dire, bah voilà, pour accéder à ce changement de vie, à ce changement professionnel, je suis obligée de passer par la case formation parce que j'ai besoin d'avoir des acquis différents et des compétences différentes. Donc on sait qu'à l'université, les parcours peuvent être longs, donc nous forcément on adapte aussi notre offre de formation. Et donc on a créé des DU, des diplômes d'université, qui sont plus facilement accessibles aux professionnels, des certificats universitaires, où là on va aller chercher des blocs de compétences. Et puis après, donc on a des dispositifs, comme la VAE, la validation des acquis de l'expérience. Et aujourd'hui aussi, on vient de créer, donc on est dans un écosystème, donc on est dans un monde en transition. Les transitions professionnelles viennent du fait que le monde est en transition. Et donc là, on développe toutes les formations en lien avec la transition écologique et tout ça. Et donc, il y a tout ça. Donc oui, l'université a ces dispositifs-là et surtout donc, un dispositif d'accompagnateur. Donc pour les personnes qui nous regardent, vous pouvez contacter la direction de la formation continue et de l'alternance et aller sur notre site internet. L'Université de Lille, absolument. Voilà, tout ce qui existe. Et nous, on accompagne vraiment du projet, de la définition du projet à la fin et en passant aussi par la notion du financement. Comment je finance ma transition professionnelle? Comment je finance ma formation? Il y a des dispositifs, j'imagine. Il y a des dispositifs qui existent. Alors, il y a effectivement, donc juste pour terminer, il y a un public qui me vient à l'esprit. Il y a un public d'autodidactes, parce que moi, je rencontre beaucoup de décideurs, de patrons, mais qui sont au top du top, sauf qu'ils ont parfois le complexe de ne pas avoir eu de diplôme. Alors qu'ils sont bien meilleurs que des gens qui ont bac plus 10. Et donc, ces gens-là, peut-être que parfois, ça peut leur convenir de venir un petit peu, alors crédibiliser peut-être pas leurs compétences, mais au moins, c'est plus psychologique qu'autre chose, se dire, je vais avoir un diplôme qui justifie. Parce que moi, j'en ai rencontré pas mal, qui sont très bons, mais quand je discute avec eux, je sens qu'ils ont un petit regret de ne pas avoir été jusqu'au diplôme, alors que franchement, ils n'en ont pas vraiment besoin, quoi. Donc, on peut trouver aussi ce type de public, j'imagine. Tout à fait. Alors, vous avez vraiment raison, c'est des publics que je peux rencontrer, parce que voilà, on reste en France, on reste avec... Ils ont l'expérience. Il y a la validation des acquis qui est importante aussi. Ça peut raccourcir leur accès au diplôme, donc ils ne sont pas obligés de passer 3 années pour ça. Alors face à ce public-là, on va dire il y a une notion de désacraliser l'université, de désacraliser le diplôme, et de se dire que... Et ça, c'est l'université qui le dit, donc on désacralise l'université. Bien, bien. Non, c'est pas ça. Si mais content, hein. Non, c'est pas une université, mais souvent on a des a priori, je ne parle pas pour la formation initiale, pour la formation continue, de se dire, de toute façon, ça ne va pas être accessible. Absolument. Si, justement, et pour des personnes qui ont 10, 20 ans dans un poste ou une entreprise, il y a la validation des acquis de l'expérience, justement. Très bien. Marine, est-ce qu'on a une question pour Madame Morel, pour Sabine? On n'a pas une, mais 2 questions. Bon, on a notre fidèle spectateur, Monsieur Tiokas, qui est régulièrement présent sur nos lives, qui demande... pensez-vous qu'il faudrait avoir un plan B lorsqu'on souhaite changer d'orientation, ou faut-il vraiment tout donner dans son plan A? Ah oui, c'est une question... Alors, ça je veux dire, ça dépend finalement qui vous répond. Si je prends la casquette bilan de compétences, oui, on aime travailler plusieurs plans. Donc il y a un plan qui va être principal, où là on va vraiment aller dans le plan d'action vraiment au bout. Et puis on a toujours un plan B, bien sûr. La deuxième question est posée par Jean-Luc qui demande: y a-t-il des demandes de reconversion plus spécifiques pour les jeunes et d'autres pour les seniors ou les plus âgés? En fait, c'est la question que je me posais tout à l'heure. Est-ce que les jeunes sont plus attirés par certaines reconversions et les plus âgés peut-être par d'autres?
Peut-être les jeunes, c'est un peu plus, comme ils maîtrisent un peu tous les outils Internet, d'activité, est-ce qu'ils ne sont pas plus dans les soft skills, alors que les personnes un peu plus expérimentés vont plutôt aller vers le digital. Enfin, je ne sais pas. Alors, c'est vrai qu'il faudrait des études plus scientifiques. Là, ça va être du feeling. On connaît l'universitaire qui ne veut pas se mouiller dans les stats. Non, c'est pas ça. Mais ce que je peux dire de par mon expérience, c'est que sur les profils plus âgés, on va plus être sur de la reconversion finalement subie, entre guillemets. Et donc, c'est parce qu'on était dans des secteurs d'activité. Donc, c'est-à-dire quand on est âgé, on va subir jusqu'au bout. Non, pas du tout. Pas du tout. Il y a des très belles justement transformations, mais on va être par exemple sur des postes ou des secteurs d'activité qui vont être en déclin. Et donc là, la question, ça va vraiment être comment je transfère ma compétence. Parce que la compétence, elle est là, elle est présente. Et nous, notre rôle, c'est de les aider justement à ce travail. C'est une mise à jour, quoi, des compétences. Et sur les jeunes, on va dire que la clé d'entrée va peut-être être différente. C'est-à-dire sur une personne plus mature, ça va être je veux maintenir mon employabilité, je veux capitaliser. Et sur un jeune, ça va être plus voilà, j'ai la quête de sens, je veux me faire plaisir. Mais en soi, l'université, nous, on a, l'université de Lille, hein, on est sur tous les secteurs d'activité, donc on couvre vraiment tous les champs. Il n'y a pas un champ, on va dire, où il y a plus finalement de reconversion. Eh bien, merci Sabine pour tous ces éclaircissements. Il est 12h13, on a dépassé un petit peu, donc allez, on applaudit Sabine. Hein, voilà, on l'applaudit. Merci. Donc on a dépassé un peu, mais c'est pour la bonne cause, vous l'avez compris. Donc le sujet est très vaste et j'espère en tout cas, et nous espérons tous, que ça a été bénéfique pour tous ceux qui nous ont regardés et ceux qui vont nous regarder. Alors je vous invite bien évidemment à liker, partager. Donc je la fais pas comme les youtubeurs, là, non. Partagez, likez et allez voir toutes les émissions donc sur Webcom TV. Je vous donne rendez-vous donc au mois de septembre. On ne sait pas encore à quelle date. Et là, le sujet sur lequel on est en train de réfléchir, c'est quels sont les gestes qui sauvent. Parce qu'on s'est dit qu'il faut que notre émission soit utile. Et il y a beaucoup de gens qui ne savent pas quels sont les gestes qui sauvent. On a vu, il y a des reportages, il y a des gens qui décèdent, mais juste bêtement, parce que la personne qui était à côté ne savait pas ce qu'il fallait faire. Et il y a des gens aussi qui sont sauvés, mais vraiment par miracle, parce qu'il y a quelqu'un qui savait ce qu'il fallait faire par rapport à ça. Et donc, vous savez, on a tous connu cette crise, les gens, la santé, donc tout le monde sait que la santé est très importante. Donc voilà, c'est un sujet, on va essayer d'avoir des exemples, d'avoir peut-être des intervenants, ça sera peut-être un peu plus pédagogique. Vous allez voir, c'est très simple. On n'est pas tous secouristes, mais je pense que par le monde dans lequel nous vivons, nous avons tous intérêt à l'être. Bon, voilà, ça c'est un sujet qui nous vient à l'esprit, mais je vous invite à nous suggérer des sujets. De quoi voulez-vous qu'on parle sur webcom.tv? Nos prochains mags, vous voulez quoi? Donc à vous aussi de vous exprimer et de nous inviter à aller faire de l'investigation, chercher des intervenants pour explorer avec vous donc tous les sujets qui vous préoccupent en ce moment. Merci d'avoir été avec nous et je vous dis à très bientôt et bonnes vacances d'ici là pour tous les autres bien évidemment. Webcom.tv, réinventons la proximité.